Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Elius et avec moi Alexandre Caoudal, Simon Legloan et Maude Gassel. Aujourd'hui, on a taillé nos crayons pour tracer l'esquisse d'une histoire fusionnelle et forte entre deux artistes. Bienvenue dans Look Back. Sorti en 2024, Look Back est un court long-métrage d'1 heure réalisé par Kiyotaka Oshiyama et basé sur le one-shot du BDaste ou BDiste Tatsuki Fujimoto. Cette histoire part d'abord d'une petite rivalité entre deux collégiennes, l'une apprentie mangaka et pro des gags qui voue une admiration et une certaine jalousie envers les dessins d'une autre élève reclus et qui fait des décors à la perfection. Donc d'abord sous le signe d'une sorte de rivalité à sens unique, cette histoire va se transformer en une amitié entre deux personnes qui vont se découvrir et vont s'allier pour faire des bandes dessinées, avant que le temps et leur caractère les séparent. Avec cette adaptation fidèle du one-shot, Oshiyama signe un des films les plus touchants de 2024, vous me direz si vous êtes d'accord, qui est concis et pourtant qui est très évocateur, avec un rapport à la création passionnel, sans être solitaire, et c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu. On aura aussi l'occasion d'en reparler. Et une puissance mélodramatique, synthétique, qui est très très efficace dans la lignée des réalisations magiques de l'animation japonaise. Je pense par exemple à l'animé Clannad. Maude, est-ce que cette plongée dans l'encrier t'a séduit ? C'est un court-métrage, enfin un moyen-métrage qui m'a beaucoup plu. J'ai pas forcément grand-chose à en dire immédiatement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter et d'échanger nos réactions après. Ce que t'as pas dit, mais ce qui moi m'avait motivé à regarder ce court-métrage, c'était le fait que Fujimoto, donc l'auteur du manga original, c'était aussi l'auteur de Chainsaw Man, que j'étais en train de regarder à la même période et qui me plaît beaucoup, qui est une série d'animation que je trouve très très intéressante. Et donc j'avais été vraiment ravi de voir un petit peu une autre facette du travail de Fujimoto, traité de manière du coup beaucoup moins performative. C'est-à-dire que Chainsaw Man de Mappa, c'est quelque chose de très impressionnant. Et du coup j'ai trouvé ça assez chouette, le côté extrêmement fidèle non seulement aux planches originales, en prenant aussi beaucoup de liberté graphique, et en même temps assez mesuré et retenu de l'animation, très mélodramatique, assez juste, et qui moi m'a beaucoup plu. Chainsaw Man, qui est donc la série à succès de l'auteur de Look Back, qui est paru dans le Shonen Jump et qui a été un énorme carton, qui paraît encore en ce moment, même s'il s'agit d'une deuxième partie, et qui se démarque de Look Back, puisqu'il s'agit d'une série au long cours, alors que Look Back est un one-shot. Et Fujimoto est un habitué des one-shots et également des séries au long cours, ce qui le rend assez intéressant en tant qu'artiste. C'est aussi l'auteur de la série qu'il a déjà fait un peu connaître, Fire Punch, qui est une série beaucoup plus noire et qui est parue sur la version web du Shonen Jump, le Shonen Jump Plus, tout comme l'était Look Back. Donc c'est un auteur qui est assez versatile, et c'est aussi cette versatilité qu'on va explorer, puisque moi je suis assez novice de l'œuvre de Fujimoto, alors que toi, Maude notamment, tu en es quand même beaucoup plus familière. Alexandre, toi, on peut dire que tu as Look Back le film plusieurs fois depuis sa sortie. Alors oui, que je m'explique. En raison d'une invitation par le cinéma Arvor de Rennes de présenter le film, j'ai pu le voir avant même sa sortie grâce à un lien distributeur. Je l'ai revu ensuite en salle et je l'ai revu encore cette fois-ci. Enfin, j'ai dû le voir en tout et pour tout 4 fois. Avant ça, j'avais jamais pris le temps de m'intéresser au travail ni de Tatsuki Fujimoto ni d'Oshiyama. J'avais eu vent de sa série Flip Flappers et son court-métrage Shishigari qui aujourd'hui m'intéresse beaucoup ne semblait pas encore être sorti et n'avait pas l'air d'avoir le retentissement qu'a eu son film Look Back. Je vais un peu te paraphraser, Simon. C'est effectivement l'élan émotionnel que propose le film qui m'a le plus plu. On peut observer une animation qui est quand même très soignée, très méticuleuse, je trouve, qui, si elle adapte quand même le trait de Fujimoto, qui a quelque chose de très crayonné, qui tient limite parfois de la gravure, avec un dessin très fin, il y a une attention à des mouvements que je trouve vraiment assez folle pour un studio, donc le studio d'Uryan, qui est assez jeune encore, je crois. C'était vraiment effectivement une de mes très bonnes surprises d'animation cette année. Eh bien, c'est chouette que tu aies rappelé le rôle de Oshiyama dans la réalisation, puisque même si le film est très fidèle au one-shot de Fujimoto, il y a quand même un travail d'adaptation et d'animation qui est également précis. C'est quelque chose qui m'a également beaucoup plu et qu'on retrouvait déjà dans Flip Flappers, sa série, qui est un projet un peu passion, puisque c'est une série originale, ce qui est quelque chose qui est plutôt rare finalement dans l'animation japonaise. C'est d'autant plus rare quand c'est une série d'animation qui est aussi bien animée que Flip Flappers. Scénaristiquement, c'est un peu compliqué
expliqué, c'est quand même une série un peu otaku, geek, qui va parfois sexualiser ses héroïnes d'une manière assez déplaisante, tout en ayant quand même un socle thématique qui est intéressant, même s'il part un peu dans tous les sens à la fin. Dans tous les cas, c'est vrai que ça fait plaisir de voir un auteur qui commence à naître petit à petit, après un travail de longue haleine dans des studios, qui s'illustre avec une adaptation qui montre quand même des envies d'animation singulières qui font quand même plaisir. Simon, toi, est-ce que tu t'es plongé aussi dans cette aventure humaine? Ah oui, complètement, ouais. J'ai aussi beaucoup aimé le film. Et pour le coup, j'en attendais pas mal parce que j'avais lu Look Back à sa sortie sur le Shonen Jump Plus en ligne. Et Fujimoto, pour le coup, moi, c'est quelqu'un que je suis depuis, pas le début, mais depuis Chainsaw Man, que je suivais chapitre par chapitre, dès les premiers arcs. Et donc, je suis très fan quand même du travail de Fujimoto. Je dirais surtout à partir de ce moment-là. Je suis moins fan de Fire Punch, par exemple. Mais globalement, j'aime et son dessin énormément, et son écriture. Je trouve que dans les deux cas, il y a quelque chose, en fait, de la précision dans l'émotion qu'il retranscrit et dans les personnages qu'il écrit que je retrouve pas dans ce ton-là, en tout cas dans d'autres mangas par ailleurs. Et là, ça se retrouve beaucoup dans Look Back notamment, mais j'aime beaucoup les failles des personnages qu'il écrit, la façon dont il écrit, l'égoïsme ou le fait de penser à soi et de comment on se situe. Pour moi, c'est un peu le sujet de Look Back, comment on fait le lien entre soi et les autres, quoi. Et je trouve en plus que c'est une œuvre qui gagne à être lue dans son ensemble. Je trouve en plus qu'il a été très bien accompagné, on va dire, par ses adaptations animées. Moi, j'étais très fan de l'adaptation de Chainsaw Man par Mappa. Et là, je trouve que Look Back, encore une fois, fait très, très bien honneur à ce qu'il adapte. Alors, je l'ai vu 2 fois pour le coup, donc j'ai pas atteint le niveau d'Alexandre du quatuor de visionnage. Mais c'est intéressant, donc je l'ai vu une fois au cinéma, où il m'a vraiment bluffé. Enfin, j'étais vraiment en mode coup de cœur de l'année et tout et tout. Je l'ai revu là pour préparer l'épisode en relisant le one-shot pour un petit peu, voilà, m'imprégner un petit peu des deux différents formats. J'ai trouvé un petit peu plus de choses à redire sur le film. Par rapport notamment au one-shot, je le trouve un tout petit peu moins précis, mais c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. Je trouve quand même que c'est un très très beau film. L'animation est assez incroyable, je trouve que c'est vraiment un film qui est soigné du début à la fin. Le format 1 heure permet sans doute aussi d'avoir ce soin-là. Pareil, c'est un film qui justement a un scénario aussi qui est vraiment au cordeau, quoi. Donc voilà, très bonne surprise pour moi aussi. Et j'ai hâte qu'on en parle. Et je me permets de réagir un petit peu à ce que tu disais, Simon, sur le travail de Fujimoto. Moi, je préfère Look Back le film à Look Back le manga. C'est de l'ordre de la nuance. Mais Fujimoto, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il est très très cinéphile dans ses mangas. Dès Fire Punch, il y a déjà un personnage de réalisatrice qui va essayer de réaliser une sorte de documentaire sur Fire Punch, etc. Dans Chainsaw Man, il y a plein de trucs en lien avec le cinéma. Et donc évidemment, dans Adieu Eri, évidemment, c'est un film qui est très très proche d'ailleurs de Look Back sur la structure du récit. Enfin bref, toutes ces œuvres que moi j'ai pu lire, y compris ces petites histoires courtes, mais c'est quelque chose d'assez cinéphile. Et ça se voit, je trouve, dans le découpage de Fujimoto, avec beaucoup de cases qui seraient entre guillemets des plans fixes qui se répètent avec le temps qui passe, etc. Et je trouve que justement, la forme animée, elle permet en fait de déployer l'œuvre originale dans une dimension presque comme si c'était ce que l'œuvre attendait. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué de justifier ça d'un point de vue théorique, parce que un manga c'est un manga, et Fujimoto il sait très bien ce qu'il fait quand il dessine, évidemment. Mais moi je trouve ça assez admirable la manière dont l'équipe d'animation et Yoshiyama a su repérer les instants cinématographiques du manga pour en fait là envoyer vraiment tout le paquet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séquences de dessins, notamment des deux jeunes filles, qui dessinent ensemble, qui se rapprochent l'une de l'autre en dessinant. Et ces séquences, elles sont très importantes et dans le manga et dans l'animé. Mais dans l'animé, je trouve qu'il y a quand même tout cet effet time-lapse, toute la musique, qui donne vraiment une grande amplitude à ces moments-là, qui sinon, en fait, dans le manga, sont une série de 2, 3, 4 planches. Ce qui est beaucoup, dans un manga, d'avoir 2, 3 planches du même plan qui se suit. Évidemment, c'est très marquant, mais il y a un côté graphique qui est moins présent, je trouve. Et c'est drôle. Moi, en général, Fujimoto, je suis un petit peu moins fan de son style de dessin et de son style graphique. Je trouve que c'est un petit peu générique. Je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais voilà, je trouve que Look Back, le film de Yoshiyama, a réussi à prendre ce qu'il y avait de vraiment bien dans le travail de Fujimoto, donc sa structure narrative, son sens des cadrages, son sens des personnages et du mélodrame, et en même temps a réussi à insuffler un vrai savoir-faire de l'animation que Fujimoto a pas. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans le film, c'est ces contrastes, c'est vraiment cette complémentarité. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Chainsaw Man par ailleurs. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui, dans l'animation de Mappa, vient rehausser l'œuvre de Fujimoto. J'aime beaucoup Fujimoto, ce qu'il a fait. J'ai tout lu juste après avoir lu du coup Chainsaw Man et Look Back, que j'ai vu et lu dans une même période. Et après, j'ai tout regardé et tout lu. Tout est très très bien, j'aime beaucoup. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui... J'ai l'impression que c'est un auteur qui gagne à être adapté. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui, je trouve, sublime ses œuvres, à la fois dans Chainsaw Man et dans Look Back, dans le rythme, dans le fait qu'il y ait des doublages. Par exemple, ça permet d'avoir beaucoup plus d'émotion sur les personnages. Enfin, le travail des actrices est super. Et ça permet de beaucoup plus s'identifier, de beaucoup plus se mettre dans le film. Donc voilà, moi j'aime bien ces aspects-là, très cinéma. J'aurais tendance à te suivre sur ce que tu dis, notamment par rapport à... Même si c'est problématique de le présenter comme ça, mais il y a une espèce d'ajout fait par Oshiyama. Par exemple, certaines des cases, il va les animéiser, c'est-à-dire
rajouter ces couleurs. Je pense à un plan notamment de Fujino. Donc Fujino, c'est l'apprenti mangaka qui découvre dans le journal de son école la planche que publie Kiyomoto dans la petite rubrique qu'elle partage toutes les deux. Et Kiyomoto étant celle qui est beaucoup plus discrète, beaucoup plus recluse et qui se consacre corps et âme au dessin. Et il va y avoir certains effets, quelque chose de l'animé. Il manquerait plus que le petit corbeau qui passe, quoi, littéralement à ce moment-là. Par contre, en ce qui concerne le découpage du film et ce qui vient ajouter des raccords dans le plan, plus souvent de la chambre de Fujino, il prend d'autres angles. Ça va pas être seulement cette image qui est à la fois la couverture du film, et je pense aussi que ça a été l'affiche du film. Fujino, de dos, sur son bureau, face à sa fenêtre et surtout à ses dessins. Il va y avoir beaucoup plus de variété d'angles. On pourra revenir après plus sur les mouvements, mais je pense que c'est une autre question. Il insuffle des mouvements qui sont aussi des mouvements de caméra que je trouve époustouflants et qui continuent d'insuffler cette charge lacrymale dans tout le film qui est superbe. Et tu parlais des voix, Maud, et certes les seiyuu font un super beau travail, mais il y aurait aussi la musique de Haruka Nakara. Enfin, j'aime bien appuyer sur la musique, Oui, je suis d'accord. mais elle est vraiment mémorable pour le coup. Je reviens pas qu'ils aient engagé la compositrice de Jaja pour faire la musique du film, en tout cas. Mais non, mais je voulais pas vraiment être péjorative quand je parlais du fait que le style de Fujimoto, moi, me plaisait un petit peu moins, mais justement, c'était plutôt pour montrer la très très bonne compréhension qu'a eu l'équipe de Durian, et aussi la très bonne compréhension qu'a, je pense, Fujimoto du manga et de ses limitations et de ce qu'il peut faire. Et si on compare par exemple à d'autres mangaka très cinématographiques, je pense à Naoki Urasawa, et à ce que ça donne en animé, moi typiquement l'animé Monster, c'est un animé que je peux pas regarder si j'ai lu le manga, parce qu'en fait c'est exactement les mêmes cadrages, c'est exactement les mêmes mouvements de caméra, il y a pas de mouvement de caméra dans Monster, le manga évidemment il n'y a pas de caméra, mais je veux dire il y a un découpage qui rappelle des mouvements de caméra, et en fait ça crée un peu une impression de manga animé avec des couleurs et des voix, alors que là je trouve que l'équipe a réussi à savoir où est-ce qu'ils avaient de l'espace pour s'exprimer, notamment dans les histoires courtes au tout début, notamment du film. Il y a une petite histoire courte qui est du coup animée avec beaucoup plus d'expressivité que dans un manga où c'est un strip de 4 cases, ce qui est normal. Enfin bref, et je trouve que c'est assez impressionnant de voir justement une vraie travail d'adaptation, et peut-être que ça permet aussi de se rendre compte aussi de l'expérience de Hoshiyama dans le milieu de l'animation, parce qu'en fait c'est un gars qui travaille, et tous ses collaborateurs, quand on regarde tous les gens qui travaillent à Durian, il y a des jeunes, mais je veux dire il y a aussi beaucoup de gens assez expérimentés aussi. Et donc je trouve que c'est assez beau cette idée d'arriver à parfaitement adapter un matériel initial sans jamais en perdre l'essence, mais au contraire en renforçant ses forces et en permettant, par exemple moi j'ai vu Look Back d'abord, j'ai lu le manga juste après et j'avais vraiment des émotions qui étaient similaires parce que l'histoire est la même, mais comment dire, j'avais pas l'impression de voir deux fois la même histoire et du coup d'être lassé. Ce qui est assez impressionnant parce que d'habitude souvent quand une adaptation est très fidèle, on lit pas le manga après, enfin je veux dire c'est pas forcément super intéressant quoi. Et donc je trouve que c'est assez intéressant, surtout que l'animation japonaise elle a une histoire qui est très très liée au mangaka avec Tezuka etc. Et je trouve que Fujimoto propose quelque chose de très intéressant, donc d'à la fois cinématographique mais en même temps on sent qu'il est pas frustré d'être mangaka, ou qu'il n'y a pas cette ambition de faire bouger ses dessins, et qu'il est très heureux de laisser d'autres gens le faire à sa place, et que ces mangas permettent parfaitement aux animateurs aussi de trouver leur place. Et en plus je trouve que c'est chouette parce que ça parle quand même de création, look back, et de liberté, de travail collectif, de travail à deux. C'est assez chouette de retrouver ça dans un film d'animation qui est un travail collectif, c'est assez beau. Et je pense que Fujimoto, il y a quelque chose de sa personnalité aussi, le manga c'est quand même quelque chose de collectif. Dans la transcription, il y a quand même quelque chose qui serait perdu, je pense, du manga vers l'animé. C'est ce dont je parlais un peu plus tôt, ce côté très gravure que peut avoir le dessin de Fujimoto. Tu peux pas mettre autant de traits dans de l'animation, ça ne bouge pas ou que très difficilement. À partir de là, effectivement, ça n'a besoin de mouvement vu que l'intention ou ce qu'il y a d'émouvant dans le dessin et se trouve dans le trait de toute façon. C'est en soi suffisamment précis, je veux dire, dans la manière qu'il a de faire grimacer ou froncer ou la façon dont les personnages ouvrent la bouche. Effectivement, tu peux ensuite assez facilement, je pense, t'en saisir pour le transcrire et l'adapter. Je voulais aussi revenir un peu sur le studio, l'animation, le parcours d'Hoshiyama. A surtout commencé, je crois, pas mal dans le chara design et le mecha design et aussi dans l'animation clé à Xebec et à Bones. Donc c'est pas des petits studios quand même, mais avant de se lancer en freelance, quoi, il y a quand même des choses sur son CV comme Ghibli, Production IG ou Science Saru qui moi m'impressionnent un peu, en impose parce que je me rendais compte que c'était un type que, sans savoir qu'il était là, dans toutes ces équipes de pas mal de films et de séries que j'avais pu voir. Faudrait vraiment que j'aille voir d'ailleurs qui sont les animatrices de Look Back parce qu'il y a des choses vraiment merveilleuses et je veux savoir qui a fait ça. On sent que c'est un type qui est à la fois rodé à l'exercice du studio, qui a réussi un peu à prendre son envol, à partir en
en indépendant pour finalement créer sa propre boîte. Enfin, c'est un parcours un peu Sion Tsaru d'une certaine manière, avec Masaaki Yuasa, c'est un peu construit de la même manière, on pourrait dire. Mais en soi, même Ghibli avec Miyazaki et Takahata qui sortent de la Toei, c'est aussi ce qu'il y a d'intéressant par rapport effectivement à l'accent que met tant le film que le manga sur la création, la collaboration et évidemment l'amitié. Je voulais revenir un peu sur le rapport entre le manga et l'animé, parce que je trouve que c'est intéressant en mode ce que tu disais sur justement le fait que le manga il semble un peu attendre un animé qui va venir en fait aller le magnifier, aller prendre toutes les graines qu'il lui donne pour aller faire quelque chose qui aura plus d'ampleur. Mais c'est marrant parce que du coup moi je vois les spécificités du manga, c'est-à-dire le fait qu'il ressemble des fois à un film, comme un truc qui va lui donner une forme plus étrange, plus hybride, qu'on peut pas retrouver dans le film, qui du coup a une forme forcément plus attendue entre guillemets pour un film. Et par exemple, tu vois, le côté fast-forward, quand on voit donc Fujino qui s'entraîne, quand tu vois 4 planches de suite où, en fait, c'est le même dessin, mais où les saisons avancent, où elle, tu vois que son bureau, il se remplit de planches, de livres, etc., etc. Ça, dans un manga, c'est bizarre de voir ça, entre guillemets, à ce point-là, alors que dans un film, c'est effectivement plus attendu. Et au niveau de l'émotion, moi, j'ai trouvé un peu de distinction quand même entre les deux. C'est-à-dire que, donc, j'ai lu le one-shot avant, ce qui forcément va un peu altérer ma vision du truc, mais je pense que ce que j'aime bien globalement dans ce one-shot, c'est un peu son silence. C'est horrible ce que je veux dire, parce que la musique du film est très belle, hein. Mais en fait, j'adore le silence pesant qui règne un peu sur l'ensemble du one-shot. Et en fait, moi, quand je vois les 4 pages de suite où Fujino, elle bosse case après case, et où on la voit comme ça penchée de dos sur son plan de travail, et où en fait elle ignore quasiment tout ce qui se passe autour d'elle à part la feuille sur laquelle elle est en train de dessiner, moi je vois pas quelque chose de forcément uniquement positif, je vois un truc aussi assez pesant, quelque chose qui se fait aussi dans la douleur. Donc dans le film c'est illustré par une musique qui est hyper belle mais du coup hyper inspirante, hyper optimiste, où on a l'impression qu'elle va de l'avant, limite comme un training montage dans un film de sport quoi, mais en mode artistique. Je trouve que ça simplifie un peu l'émotion en fait de l'œuvre originale, ça la rend un peu plus facile on va dire à décoder, et on sort un peu de ce truc que j'aime beaucoup chez ce personnage, qui est cette espèce de flegme permanent qu'elle a, où elle a des émotions assez intenses, mais qui sont cachées derrière ses traits, quoi. Elles sont dans le sous-texte, et des fois elles explosent, mais quand elles explosent pas, elles sont carrément cachées. Et là, je trouve que globalement, l'accompagnement musical va un petit peu nous les servir sur un plateau. C'est un peu la réserve que j'aurais sur le film dans son ensemble, en fait. C'est voilà, ce truc d'aller simplifier un petit peu l'espèce d'aspect brut, que ce soit dans le dessin ou dans l'écriture du manga. Je vois ce que tu veux dire, Simon. Je trouve ça assez juste, par ailleurs. Je suis assez d'accord, en tout point, en fait, mais je trouve que c'est une des qualités précisément du film aussi d'être assez générique. C'est-à-dire que moi, ça m'a aussi rappelé les choses que Shinkai va faire, par exemple, et moi j'aime beaucoup, en fait, ce côté très teen movie. Et j'aime bien le fait que, justement, on puisse transformer une œuvre originale sans la trahir en quelque chose d'assez différent. Et précisément, Fujimoto, je trouve que moi, ce qui me plaît le plus dans Chainsaw Man, c'est les moments de drame entre les personnages. C'est là que je le trouve vraiment très fort. Je pense que dans Fire Punch, c'est aussi ce qui permet à Fire Punch d'être bien, même si y a plein de qualités, hein, évidemment. Et je trouve que c'est chouette qu'il ne soit pas allé sur le même terrain que Fujimoto, qu'il soit allé sur un autre, en gardant la même ossature générale. C'est ce que je voulais dire sur l'idée qu'il y avait un prolongement, qu'il y avait une attente de quelque chose, c'est que c'est une œuvre qui était riche à la base, mais qui n'a pas été adaptée plan par plan comme Monster, en fait, qui du coup se développe sur une facette différente, qui est celle de l'animation, qui est celle du film japonais un peu grand public. Ces œuvres-là, du cinéma japonais grand public d'animation, elles ont des forces particulières qui sont leur côté hyper inspirant, hyper mélodramatique, sans aucune retenue, etc. Enfin, les films de Shinkai, c'est des films qui sont pas forcément subtils, moi que j'aime énormément, mais qui font pas forcément dans la subtilité des émotions. Et j'aime bien ça, en fait. Dans Look Back, j'aime bien cette transformation qu'arrive à opérer Oshiyama. Et rapidement, pour reparler d'Oshiyama et de ses collaborateurs, déjà, Oshiyama, il a été chara-designer chez Chainsaw Man un petit peu, donc c'est-à-dire qu'il a déjà travaillé sur l'adaptation de Fujimoto, et du coup, je pense que ça s'est bien passé ou que ça l'a inspiré. Enfin, je pense pas que Look Back, ça soit vraiment une œuvre hyper commerciale ou motivée par l'argent. Il fonde son studio, parce que du coup, Oshiyama a fondé le studio d'Urian, et après, il décide d'adapter Look Back. Je pense que Fujimoto aurait pu choisir n'importe qui d'autre pour adapter Look Back. Enfin, c'est un manga qui a eu beaucoup de succès, etc. Je trouve ça assez chouette. C'est pas anodin que des gens qui ont travaillé ensemble par le passé se mettent à adapter ce manga, et pas Fire Punch qui est beaucoup plus attendu dans une adaptation, ou pas Goodbye Eri qui est plus cinématographique et qui du coup je pense s'adapterait plus facilement de manière plus entre guillemets paresseuse aussi. Ses collaborateurs, Alexandre, tu demandais, il y a un gars qui est assez doué qui s'appelle Nobutaka Yoda, qui a fait un clip qui s'appelle Eikusen chez le studio Durian aussi, qui est assez bien, sur lequel Oshiyama est designer des couleurs, je crois, chara-designer et directeur de l'animation. Donc en gros il a les mêmes rôles que sur Look Back, mais la réalisation en moins. Oshiyama, il est sur Look Back, il est réalisateur, designer des couleurs, directeur de l'animation, chara-designer, enfin il fait plein de choses à la fois.
Enfin, j'aime bien cette idée qu'il y ait des post-crédits qui soient très très concentrés sur peu de personnes. Je pense que ça donne aussi quelque chose de beaucoup plus différent d'autres animés qu'on peut avoir, justement plus proche de choses comme Shinkai, qui a tendance à beaucoup concentrer de choses sur lui. Et je pense que ça donne une grande cohérence au film qu'il y a aussi. C'est-à-dire que les chara-design sont adaptés pour aller avec la réalisation, je trouve, dans l'œuvre d'Oshiyama. Mais Oshiyama a bossé d'ailleurs sur un des films de Makoto Shinkai. Mais je voulais rebondir là, sur ce que tu disais là, Simon. En même temps, je suis d'accord avec toi, en même temps, je suis d'accord avec Maud. Je suis un peu partagé. C'est-à-dire, selon moi, ça tient de la nature mélodramatique en fait de l'histoire. Quand tu lis le manga une première fois, que tu vois l'animé une première fois, je t'avoue, c'est des choses. Bon, il y a une histoire d'amitié, spoil, il y a une histoire de deuil, des gens qui sont un peu arrachés à la vie, des gens qui se voient un peu, qui se voient tomber de haut parce que ils ont l'impression d'être passés à côté d'une histoire d'amitié qui leur est très très chère et qui a construit aussi leur passion qui est devenue leur travail. Enfin, c'est des choses comme ça qui sont tout de suite très évocatrices, des choses qui sont très classiques, mais que je trouve cependant, que ce soit dans le cas de Fujimoto ou dans le cas d'Oshiyama, mais quelque chose de vraiment brillant, très très bien amené. La candeur en fait de l'histoire, qui est évidemment matinée de violence, mais bon, tu ne fais pas de mélodrame s'il n'y a pas une violence qui vient perturber le calme. Il faut faire pleurer si tu veux faire un mélodrame, malheureusement, c'est cruel, mais ça tient aussi de ce genre d'histoire-là. Il y a quand même cette spécificité que je trouve assez cool, même si, encore une fois, pas originale, pas complètement jamais vue, mais la pirouette que fait la fiction dans la dernière partie du film, avec Fujino qui se rend dans la maison de Moto. Oui, là on rentre dans le spoil total parce que du coup on peut pas non plus parler du film sans totalement cacher les choses qu'il contient, donc je préfère prévenir que à partir de ce moment-là on va éventuellement spoiler. Donc je te laisse. Ça n'est pas Alexandre. éventuel. Je pensais l'avoir déjà dit en évoquant le deuil, mais oui, non, là je vais clairement parler de la fin du film qui est. C'est pas la fin du film, hein, c'est la première demi-heure. C'est ça qui est assez fou, c'est que le film fait 1 heure et en fait au bout de 40 minutes. C'est plus les dernières 20 minutes. C'est ça, ouais, t'es sur le dernier tiers, ouais. Ouais, mais ça fait. C'est pas une pirouette juste à la toute fin en mode pif pouf. C'est ça que je trouve assez bien dans le film, c'est que ça prend vraiment le temps de développer cet aspect-là. Quoi. Le manga aussi, par ailleurs. Tout à fait. Mais c'est pas une petite pirouette. Quand je dis pirouette, le terme peut sembler un peu trivial, mais comme tu dis, Maud, il prend le temps. C'est pas juste une figure de style, c'est une composante de la narration. Bon, spoilons, Kyomoto, après que elle et Fujino se soient fâchés et que Kyomoto donc soit parti faire des études d'art, tandis que Fujino poursuit sa carrière de mangaka, Kyomoto est sauvagement assassiné par un fou sur son campus. Un fou d'ailleurs qui, désolé de te couper, mais qui rappelle énormément l'incendie criminel au studio Kyoto Animation. Alors c'est lié officiellement, hein, par ailleurs, ouais. C'est lié officiellement parce que l'auteur, comme l'incendie de ces Kyoto Animation, parle justement d'une œuvre qui aurait été plagiée, etc. C'est intéressant ça. Donc il y a sans doute quelque chose qui tient justement d'un affect qui est lié au réel en fait. Et ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant. Et juste quitte à faire cette petite parenthèse-là, il y a une encre effectivement du film et du one-shot dans la réalité, parce qu'il y a aussi le lien avec l'auteur lui-même. Bon, c'est pas juste une question de nom où l'héroïne s'appelle Fujino et l'auteur Fujimoto, c'est que vraiment concrètement, c'est présent dans le one-shot et encore plus dans le film. On voit très bien en fait que le manga que Fujino se met à écrire toute seule sans Kyomoto, c'est clairement Chainsaw Man, mais qui ne dit pas son nom. Les couvertures du Jump sont les mêmes, les couvertures de Tom sont les mêmes, avec un requin à la place de l'homme tronçonneuse. Au moment où en gros Fujino apprend ce drame de Kyomoto qui s'est fait assassiner, décide de mettre son manga en pause après 11 tomes, et c'est aussi ce qu'a fait Fujimoto après 11 tomes de Chainsaw Man, a fait une pause avant de reprendre en partie 2, et a écrit le Look Back à ce moment-là. Donc il y a quand même une encre de ce film et de ce récit en fait, dans un moment de réflexion d'un auteur sur ce que c'est que la création pour lui, et c'est aussi en fait un petit peu le récit d'un deuil personnel, parce que donc je vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que c'est pas non plus en mode closer Paul et tout, mais a priori Fujimoto connaissait vraiment des gens qui étaient à Kyoto Animation, donc il y avait un rapport personnel à des gens qui ont perdu la vie à ce moment-là, quoi. Pour rapidement aller sur l'attentat à Kyoto Animation, c'est donc un jeune homme d'une trentaine d'années qui a incendié méthodiquement le studio d'animation de Kyoto Animation en bloquant notamment les sorties de secours. Il y a eu entre 30 et 50 morts, voire plus. C'est un des attentats, je crois, les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale au Japon. Donc il y a quelque chose de très très traumatique, y compris hors du milieu de l'animation. Mais évidemment, dans le milieu de l'animation, je pense que ça a été un séisme, et dans le monde du manga aussi.
très très important. Enfin, c'est quelque chose qui a été assez grave. Il y a des réalisateurs qu'on connaît qui sont morts. Il y a beaucoup de coloristes aussi. C'est beaucoup de petites mains qui ont été tuées dans ce studio. Voilà, c'est un événement vraiment important pour l'animation, dont on mesure pas forcément les implications qu'il y a dans l'histoire de l'animation. C'est hyper éclairant. Enfin, j'avais jamais fait le lien, mais c'est hyper éclairant. Enfin, comme quand tu fais le lien entre les événements de, je sais pas, les événements Fukushima et les quelques derniers films de Makoto Shinkai, pour que je termine sur cette histoire de pirouette, dans le dernier tiers, le fait que soudain, par ce petit comic strip qui se glisse sous la porte de la chambre supposément vide et que soudain, t'es comme une expérience de pensée ou une réalité alternative qui se développe. Donc, individuellement, passer dans une réalité alternative et le mélodrame, c'est pas des choses desquelles on est étranger, mais les voir ensemble, je ne pense pas que je l'avais déjà vu ou ça m'avait pas autant marqué. Pour être plus honnête, ça ne m'avait que rarement autant ému si je l'avais déjà rencontré. En fait, vous entendre parler, ça m'a quand même pas mal convaincu d'un truc, c'est que je pense que Maud a employé le terme générique pour parler de l'animé du manga. De l'animé, le manga aussi tire sur des grosses ficelles mélo. C'est pas du tout péjoratif Ouais. Dans ma bouche. Et moi, non, mais en fait, justement, je pense que tu as raison parce que je pense que Fujimoto, il aime vraiment ça, en fait. Il aime bien les histoires qui sont assez classiques, les grosses ficelles, les récits qui sont assez communs, que tout le monde peut apprécier. Je pense que c'est pour ça qu'il a signé, même avec Fire Punch, qui est une œuvre beaucoup plus edgy et mal aimable avec le Jump, c'est parce que je pense qu'il voulait vraiment toucher un grand public, mais qu'il a quand même une sensibilité qui est un peu particulière et qui est sienne. Et je trouve que ce qui est fort, c'est qu'il arrive vraiment à faire transparaître ces deux choses dans une même œuvre, notamment avec la présence du cinéma qui est dans toutes ses œuvres principales, et donc du coup dans Look Back, c'est plutôt le dessin. Mais même là-dedans, en fait, on sent quelque chose qui est à la fois très personnel et à la fois qui est très balisé, mélodramatique, etc. Et ça passe par des choses qui sont aussi simples que voilà, l'idée d'une porte qui va faire un retour sur le passé, qui rappelle vraiment des dramas, presque des dramas, des mélodrames. Et puis qui rappelle beaucoup Suzume aussi, qui est sorti il y a 2 ans. Et qui rappelle effectivement Shinkai, qui lui aussi est très inspiré des visual novels, c'est-à-dire des récits au long cours sur ordinateur et qui sont très très mélodramatiques. Et qui vont là aussi jouer sur des grosses ficelles, des personnages très archétypaux. On pense aussi à Your Name avec la passerelle entre deux mondes qui va relier des personnages qui sont séparés. Et ça, je pense que ça se ressent notamment dans l'animé, où il va y avoir des plans un peu émotion qui vont être très classiques, mais qui pourtant vont avoir quelque chose qui vont se démarquer par leur précision. Par exemple, je sais qu'il y a un moment où, sur le retour, après que la mangaka ait remarqué que a remarqué qu'en fait, elle était quand même admirée, et ben, il va y avoir un plan zénital qui va revenir vers elle, qui est très très réussi, mais qui est très très cliché aussi. C'est-à-dire que là, on est dans des plans qu'on voit tout le temps dans l'animation, où il va y avoir le moment un peu spectaculaire, où waouh, le décor va s'animer pendant que le personnage va marcher. Donc du coup, c'est le moment un peu allez, on sort les meilleurs animateurs pour faire un plan un peu impressionnant. C'est vraiment un flex d'animateur. Mais là, c'est particulièrement fou comment la symbiose entre le corps qui est animé et le décor est presque parfaite. Et c'est à ce moment-là qu'on sent qu'il y a un soin qui est de l'ordre de la direction de la part de Hoshiyama et aussi d'un talent d'animation réel qui dévoile un amour réel pour ces petits moments-là qui, je pense que s'ils n'avaient pas été faits avec cette maestria-là, auraient quand même eu un impact qui est moindre. Et je pense que c'est ce talent-là de novelliste déjà, de la part de Fujimoto pour synthétiser de manière si précise et quand même très parlante des émotions qu'on ressent. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup cette amitié qui se lie à quand même un sentiment qui est négatif. Et je trouve que cette rivalité qui va être vraiment quelque chose de très très passionnel, c'est-à-dire que les héroïnes sont réellement dans leur planche à dessin, va jamais réellement ignorer ce qui se passe à l'extérieur, etc. Et justement, c'est le drame premier du film qui pourrait presque suffire à un autre acte avant qu'on parte totalement dans la tragédie, c'est que ton ami veuille se séparer de ce que tu pensais être quelque chose qui allait durer pour l'éternité, que l'altérité se dévoile et que quelqu'un
dévoile des aspirations que l'on ne pourrait pas comprendre, qu'on ne pouvait pas concevoir. Et c'est à ce moment-là, en fait, cette espèce de rupture avec ce moment où on est coincé sur la table à dessin, à être dans ses croquis et dans sa pulsion créative, qui est aussi la chose qui est émouvante dans ce film-là. C'est-à-dire que on est à la fois sur des gens qui sont des créateurs, mais c'est des gens qui sont aussi pris par leur réalité autour. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on retrouve le drame de Kyoto Animation qui va faire lien dans le film. C'est-à-dire que c'est un film qui va montrer d'un point de vue artistique des choses qui peuvent toucher un peu tout le monde. Et je pense que ça, c'est quand même un dénominateur d'un talent mélodramatique et d'un talent de réalisation qui est assez indéniable. Pour continuer sur ce que tu disais, Simon et Alexandre, et sur l'idée que le film, je trouve, arrive à prendre une dimension que le manga n'a pas forcément, c'est justement dans ce côté à la fois générique et en même temps assez évident. J'ai l'impression que le cinéma, en général, le cinéma d'animation peut-être, arrive à faire exister des espaces et des personnages de façon beaucoup plus concrète que le manga, en tout cas pour moi. Je trouve que c'est vraiment une force du film que d'arriver à, notamment sur cette fin, qui est quand même pas évidente du tout à faire comprendre. Moi, je trouve que dans le manga, c'est assez confus par ailleurs. C'est pas non plus une critique forcément, mais c'est un moment où quand je le lis, le manga, je sais plus exactement ce qui se passe. Alors que dans l'animé, je trouve qu'il y a une manière extrêmement concrète et évidente, voire même assez plan-plan, de montrer cette seconde réalité où Kyomoto serait pas décédée et serait pas morte, et du coup, Fujino serait pas forcément devenu mangaka. C'est ce qui rend le film d'animation très beau aussi, à la différence du manga. C'est qu'il y a vraiment cette idée que tu disais, Alexandre, que les personnages ne sont pas ressuscités, mais moi je pense qu'il y a un truc un peu de l'ordre de la résurrection. C'est-à-dire que dans le film, en fait, on a eu le droit à 20 minutes, un moment, ou 10 minutes, un moment de Kyomoto qui finalement vit sa vie, s'est fait sauver, n'est pas morte, etc., et où tout va bien. On nous a donné une résurrection de personnage sans en faire une vraiment, mais dans un film d'animation, vu qu'il y a la musique, vu qu'il y a la couleur, vu qu'il y a les seiyuu, vu qu'il y a l'animation, en fait, on est beaucoup plus investi dans ce deuxième univers. Et il y a un truc un peu de la magie quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de résurrection bizarre, il y a quand même une petite feuille qui a jamais été dessinée par personne qui passe sous une porte, et donc moi j'aime trop ça, et ça convoque évidemment Clannad, ça convoque évidemment, enfin, des choses, enfin, tu parlais de générique dans Clannad, mais effectivement il y a ces troupes là de la jeune fille malade qui se projette sous forme fantomatique dans l'école pour tailler ses étoiles de mer dans la saison 1 de Clannad. Bon, c'est quand même des trucs qui sont très 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 génériques dans les pires mélodrames du monde des années 30, et c'est trop bien quoi. Enfin, et du coup je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper touchant dans ce que le film va proposer de faire, et ce que le manga, je pense, ne se propose même pas de faire. C'est-à-dire que Fujimoto, je suis d'accord avec toi Simon quand tu dis qu'il fait des œuvres génériques, mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'il part d'un principe assez générique, assez mainstream entre guillemets. Fire Punch, c'est très mainstream, ça ressemble beaucoup à One Punch Man dans certains aspects, d'un héros très très fort, qui est invincible, qui va tout le temps tuer plein de gens. Mais en fait, je trouve que Fujimoto, et ça se voit beaucoup dans ses histoires courtes, les 17, 21 et 21, 25, je sais plus exactement le... 22, 26, 17, 21 et 22, 26. Dans ces deux anthologies, je trouve que ça se voit très très bien. C'est-à-dire que Fujimoto, c'est quelqu'un qui a des idées toutes bêtes au début, genre ah là là, il y a des aliens qui ont envahi la Terre. Et en fait, il va trouver une manière hyper pertinente et percutante de tourner ça de manière mélo et empathique, et de faire des vrais personnages dans un univers qui pourtant est assez générique. Dans la première histoire de 17-21, c'est sur deux personnes qui se déguisent en poules dans un lycée envahi par les aliens qui mangent les humains, et du coup vu que les aliens ne mangent pas les poules, bah ils se déguisent en poules, du coup les humains, pour pas se faire manger, ce qui est un peu con. Et en fait on est dans une sorte d'univers un peu bizarre avec des aliens assez génériques, enfin ça pourrait vraiment être un shonen un peu nawak, enfin un peu random. Et je sais pas, il y a un truc hyper touchant entre ces deux personnages qui se cachent, avec un alien qui finalement, lui, veut pas manger les humains, du coup il sait, il les cache. Enfin, je trouve que Fujimoto, il a cette capacité à se dire, ok, j'ai mon mélodrame, qu'est-ce que je peux faire pour aller un peu au-delà et donner une profondeur ou une dimension un petit peu différente à mon histoire que ce qui a été fait à côté ou ailleurs. Et ça se voit beaucoup dans Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est un manga de baston classique. Mais qu'est-ce qu'il faisait s'il prolonge un petit peu, par exemple, s'il prenait quelque chose de l'ordre de la fin du monde, s'il y avait ce personnage-là qui mourait, s'il y avait ce personnage-là qui finalement se liait d'amitié avec lui, si ce personnage était pas méchant finalement. Et c'est pas, je trouve, dans Fujimoto aussi évident que dans d'autres œuvres plus réflexives, ou plus self-aware, qui se font beaucoup dans l'animation japonaise aussi, c'est-à-dire des déconstructions, on appelle ça un peu à tort les déconstructions, c'est-à-dire d'un shonen qui va se détruire ses propres codes pour mieux les mettre en évidence et s'en moquer ou se les réapproprier. Je trouve que Fujimoto, il fait pas exactement ça. Il se contente de les prolonger et de les pousser au bout. Et quand les personnages meurent dans Chainsaw Man, moi je suis dévasté quoi. C'est-à-dire que je sais plus quel tome, ça doit être le tome 8 ou 9. Il y a des personnages principaux qui sont morts et tout, c'est la S, c'est trop dur.
Moi, le tome 9, je l'ai lu, c'était les européennes, il y avait le RN au pouvoir, mais j'étais trop triste, quoi. Enfin, genre, c'était vraiment dur. Et genre, il n'y a pas beaucoup de shonen qui, moi, me font, ou quand un personnage meurt, je suis vraiment en mode mal pendant un tome complet qui suit, quoi. Et je pense que Look Back, ça fait un peu pareil aussi. C'est-à-dire que quand Kyomoto, elle meurt, on est trop triste, quoi. Enfin, il y a un truc hyper vénère. Et je trouve que Clannad, par exemple, pousse pas le côté grave de ce qui se passe aussi loin que Look Back. Mais ce que je trouve très beau dans Look Back, le film, c'est que justement, ça va se réapproprier les codes de Clannad sans pour autant atténuer et émousser la dureté et la gravité de ce qui se passe dans Look Back, le manga. Et je trouve que c'est une vraiment belle fusion de deux manières de raconter très différentes. Parce que le manga, en fait, a finalement. Et le manga shonen a évolué de manière assez différente que l'animation japonaise mainstream à la Shinkai. Quand on regarde ce qui se fait avec justement One Punch Man, c'est assez différent de ce qui se fait chez Shinkai, évidemment. J'ai dead ça. Je voulais parler du fait que moi, en fait, ça me donne juste envie d'attendre la suite de Chainsaw Man. Moi, je préfère le deuxième arc de Chainsaw Man au premier. C'est dire à quel point, justement, je trouve que Fujimoto est fort pour se renouveler et pour trouver des voies de sortie à des histoires qui, autrement, on avait l'impression qu'elles ont un petit peu patiné. Donc, je le trouve intelligent dans sa manière d'écrire ses histoires. Donc, moi, j'ai hâte d'arriver à lire ce qu'il écrira par la suite. Même si, peut-être, pour reparler un peu plus de Fujimoto, je trouve que Goodbye Eri se repose un petit peu trop sur les mêmes ficelles narratives que Look Back. Il y a un truc qui se répète un petit peu, qui commence à être un peu tout le temps pareil, et qui moi me convainc un petit peu moins. Et je suis très enthousiaste aussi de voir ce que va faire le studio d'Urian et Oshiyama. J'ai un peu l'impression que Look Back, c'est une œuvre qui donne envie de voir l'avenir de l'animation japonaise, du manga japonais classique shonen, mainstream. Et c'est hyper enthousiasmant parce que Makoto Shinkai fait ça, mais Makoto Shinkai, ça fait presque 10 ans maintenant qu'il fait des films, et je trouve ça chouette de voir de la nouveauté qui n'en est pas tant que ça, et je pense que ça fait partie de ces œuvres bizarres et charnières qui vont peut-être permettre à ces deux médias, animation et manga, de se diriger vers d'autres choses. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Maud, sur Fujimoto. Hein. Suivre Chainsaw Man, c'est un plaisir, même si je trouve qu'il s'apprécie plus par gros morceaux. Enfin, chaque mois, la partie 1, je l'avais enchaîné d'un coup et c'était phénoménal, je trouve. Du coup, j'ai toujours un petit attachement au début de Chainsaw Man. J'ai vécu comme toi, hein, un tome en deuil total, dont je vais pas développer parce que pour le coup, je trouve que c'est pas cool de. On va spoiler, on va dire Chainsaw Man, mais voilà, il y a des moments qui font mal, quoi. Moi, j'ai vraiment vu Look Back comme un moment où Fujimoto, il était un peu en introspection. C'est pour ça que je vois pas que le. Enfin, il y a le mélodrame, je le vois, mais pour moi, il y a un côté où il s'abandonne un peu plus largement que sur ses autres œuvres. Et pour moi, Goodbye Eric, il a fait juste après, c'est un petit côté. Bon, allez, je me remets en selle, et c'est un peu plus performatif, je trouve. C'est un peu plus. Il se fait un peu plus plaisir à faire un peu genre avec son one-shot, avec ses concepts. Il y a un côté très. Regardez, je fais un truc comme au ciné et tout. Par contre, j'ai l'impression vraiment que ça l'a remis en selle pour derrière se relancer sur la partie 2 de Chainsaw Man, qui est intéressante pour le coup à lire aussi après Look Back, parce que la partie 2 de Chainsaw Man, c'est une dualité de personnages principaux, et pour moi, c'est l'ouverture un peu de l'écriture de Fujimoto, de manière plus franche à cette question de la dualité, et de l'ouverture à l'autre. Parce que le casting de Chainsaw Man, depuis le début, est super, mais c'est vraiment Denji le perso principal. Je trouve que dans la partie 2, le fait qu'on déplace le point de vue en permanence, qu'on soit obligé de le splitter en deux, pour moi, c'est presque une espèce d'écho de Look Back en arrière-fond, qui fait que Fujimoto commence à penser un petit peu plus qu'avant aux autres et à sortir un peu de ce truc de l'égocentrie que je vois de manière positive hein, dans l'œuvre de Fujimoto. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je trouve qu'il l'écrit de manière très intéressante. Et je trouve ça aussi intéressant la manière dont il essaie de l'ouvrir un petit peu de plus en plus à l'autre et essayer de comprendre les autres de plus en plus, quoi. Je rempile sur ce que tu dis, Simon, mais j'ai l'impression qu'il a, dans cette idée d'introspection, que moi j'en avais marre au tome 11. Je commençais à en avoir marre au tome 10 et 11, et je trouve que c'est assez passionnant d'arriver à voir un auteur réussir avec les mêmes personnages quand même, à remettre une pièce dans la machine d'une série qui s'est essoufflée. Et ça, c'est vachement important dans le shonen mainstream, parce qu'en fait, il faut que One Piece dure 150 tomes. Donc en fait, si t'as plus d'idées au bout du 12e tome, bah tu fais quoi? Je pense qu'effectivement, ça a dû lui faire tout drôle à Fujimoto. Et du coup, c'est assez plaisant de le voir réussir à se... Ouais, rebondir vraiment, ouais. C'est une vraie réussite, le second arc. Pour peut-être finir sur Look Back, je me demandais si, parce que ce film-là parle quand même assez fort d'artistes, je me demandais si dans cette illustration de rapport très personnel d'artiste à une œuvre, même si je pense que vous l'avez quand même pas mal exprimé avec votre avis sur le film, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche personnellement dans ce dévoilement en fait presque personnel d'un processus d'artiste? En ce qui concerne Look Back, c'est surtout la symbiose entre elles deux. Il y a Fujino, qui est motrice, qui est très volontaire, qui est très doué pour construire une histoire, pour construire des gags, créer des personnages, tandis que Kyomoto, par son retrait, par sa discrétion, mais aussi on se rend compte que c'est quelqu'un de très attentif, de très méticuleuse, bien qu'il y ait effectivement cette rivalité, et c'est bien que tu le rappelles, c'est ce qu'elles s'apportent l'une à l'autre, quoi. Moi qui me touche le plus dans leur relation, ouais. Moi, ce qui me touche, c'est un truc qui va plus être lié au tout début du film. Ce que tu décris, Alexandre, ça me touche aussi. C'est juste pour compléter avec un autre truc qui me touche, on va dire, pour pas répéter la même chose. Moi, c'est le fait que l'étincelle artistique de Fujino,
J'ai pas l'impression de voir ça si souvent dans le récit de ce que c'est que la créativité. Et en fait, Fujino, au départ, en gros, pourquoi elle dessine, pourquoi elle dessine chaque semaine et tout, c'est parce que tout le monde lui dit putain, mais tu dessines trop bien en fait, c'est trop bien ce que tu fais. C'est ça son moteur. Son moteur, c'est juste, on lui dit t'es trop cool. Et c'est pour ça en fait qu'elle dessine. Et à partir du moment où elle se dit je suis pas si ouf, genre il y a d'autres gens qui sont pareils, voire mieux que moi, elle est en mode bah fuck, c'est bon la flemme quoi. Vraiment la flemme. Et j'aime trop cette représentation dans le film du moment où justement le petit univers un peu privilégié qu'on a quand on est enfant, qu'on fait pour le caricaturer, qu'on fait un beau dessin et qu'en fait on est en mode il est stylé mon dessin et mes parents ils ont dit que t'es bien et les gens de ma classe ils ont dit que c'était bien et tout. Et ce moment de confrontation entre ça et le monde, et le moment où tu dois faire que ta petite bulle personnelle d'ego rencontre le monde et éclate à la rencontre du monde parce que bah ouais, le monde il est vaste et il y a plein de choses dans le monde. Et j'aime trop ce truc où justement Fujino fait ce chemin pour faire son deuil du talent inouï qu'elle croyait avoir. Et j'adore justement l'écriture de la façon dont elle va reconnecter avec. C'est-à-dire qu'elle va découvrir que la personne qu'elle croyait tellement supérieure à elle pensait la même chose, mais à revers. C'est-à-dire que, en gros, Kyomoto est aussi fan de Fujino que l'inverse. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc très beau dans justement l'admiration mutuelle qu'elles vont se vouer l'une à l'autre. Et dans la synergie que ça va avoir, où elles sont complémentaires, mais en même temps c'est un peu toxique leur relation, surtout d'un côté. Le rapport de Fujino à son ami est un peu compliqué quand même, elle a tellement l'impression de leader la relation en permanence, et puis derrière en fait c'est elle qui se fait un peu lâcher, parce qu'elle a jamais vraiment look back derrière elle. Non mais il y a ce petit plan où elle se retourne et tout pour regarder derrière elle, parce qu'elle est tout le temps en train de courir devant. Bref, en fait ce truc-là, moi vraiment la dynamique de relation, et ce rapport à ce qu'on pense de ce qu'on crée, et en fait le rapport très très enfantin du film à la création, moi j'ai trouvé ça super touchant, parce que je l'ai pas vu beaucoup ailleurs, et je trouve que c'est raconté de manière très très juste quand même. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à toi, Simon, si ce n'est que, en tant que critique, cette idée que c'est pas glamour, quoi, la création dans Look Back, et c'est assez chouette. Effectivement, la critique, c'est pas exactement pareil que le dessin ou le manga. La séquence où Fujino arrête de bosser, elle est retranscrite assez bien, je pense. Des trucs qui peuvent se passer vraiment dans la tête de n'importe qui, avec n'importe quel type de travail, je pense. Pas forcément artistique. Une perte de motivation toute pure, c'était assez chouette. Et ce qui est assez drôle, c'est que moi, ça a coïncidé avec une reprise de mon activité critique Look Back, justement. Et c'est ça qui m'a plu dans cette simplicité. C'est aussi une œuvre qui se dit, allez, tant pis si je fais pas une œuvre qui va révolutionner le manga. Tant pis si je fais pas un film qui va révolutionner l'industrie, qui est du Shinkai. Allez, je fais un manga. Allez, je fais mon petit strip, qui est pas forcément si beau, etc. Mais il a le mérite d'exister. Il a le mérite d'être fait avec tout le talent que je crois avoir ou que j'ai peut-être. Et je trouve que c'est un film qui, du coup, est assez beau dans sa sincérité là-dessus. Et qui peut être méta à plein de niveaux. Et j'aime pas spécialement les trucs méta, donc je m'en fiche un peu. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a motivé aussi à écrire par moment, justement, sur Look Back. Je me suis dit, bah, Look Back, c'est chouette. Allez, je vais essayer d'écrire sur Look Back parce que c'est chouette et bah on verra ce que ça donne. Et c'était assez mignon comme petit moment, donc c'est un film que moi j'aime bien aussi pour ça. Eh bien, c'était notre avis sur Look Back. J'en profite pour dire que l'on a dans la revue Apache, à laquelle on est nombreux à participer ici, un article sur justement Chainsaw Man, écrit par Fan Montet, et Maud Gassel qui écrit sur Look Back. Oui. Donc, si vous voulez nous entendre parler un peu plus de Fujimoto et aussi découvrir les autres articles de la revue qui sont tous aussi passionnants les uns que les autres, n'est-ce pas? Eh bien, n'hésitez pas à la commander sur le site de la revue apache.ch, apaches.ch. Sachant que Simon, tu ne fais pas ton autopromo et tu as raison, mais tu as aussi écrit un texte sur l'animation et Alexandre également, Oui, c'est vrai. si je me trompe Oui. pas. Voilà, donc il y a quand même, si vous aimez l'animation japonaise et l'animation en général, il y a beaucoup de choses à lire dans ce numéro d'Apache, et il y a aussi un entretien avec Akira Kurosawa et Hayao Miyazaki, la partie 2 d'un entretien exclusif qu'on a traduit pour l'occasion. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, si vous voulez avoir la partie 2 en intervalle sur papier, il faut acheter Apache. C'est le produit dérivé. C'est du merch. C'est le Mediamerx. Avant de commencer les recommandations, je vous engage à nous laisser une petite note, un petit commentaire sur les applications et un pouce sur YouTube. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à faire connaître l'émission. N'hésitez pas à la partager aussi et à aller sur le Calvin Ball Consortium qui héberge le podcast et qui a un tout joli Patreon sur lequel vous pouvez souscrire et nous aider à améliorer notre matériel. Sur ce, passons aux recommandations. Les recommandations, c'est à chaque fin d'émission un encart où l'on recommande nos coups de cœur, qu'il s'agisse d'œuvres, de séries, de sorties, d'événements, tout ce que l'on a aimé les mois derniers.
Commençons par Maud. Puisque la dernière fois, j'ai fait qu'une seule recommandation, cette fois-ci, j'en ai deux. Et ça va aller assez vite. La première, ça serait... elle date un petit peu, donc ma mémoire est pas hyper bonne, mais c'est Jouer au loup, de Kuniko Tsurita, qui est une anthologie des œuvres de Tsurita, qui est une des rares filles qui écrivait dans le magazine d'avant-garde Garo, qui était un magazine des années 70 ou 60 jusque dans les années 2000. C'est ces œuvres plutôt non publiées, que j'ai tendance à préférer à ces œuvres publiées étrangement. Ça s'éloigne pas mal du manga habituel de avant-gardiste, entre guillemets, assez intello, assez masculin, si ça garde beaucoup de codes en commun. C'est un bon cadeau de Noël, voilà. C'est vraiment ma reco cadeau de Noël. Je pense que ça s'est édité chez Atrabile, ça coûte 25€, et c'est vraiment assez chouette, c'est assez varié, et c'est toujours agréable de découvrir des nouvelles auteurs, ou des nouvelles autrices, peu importe le terme qu'on préfère, qui ont eu une vraie importance dans l'histoire du manga et dans l'histoire générale du Japon des années 60 et des années 70. Donc ça m'intéresse beaucoup. L'autre œuvre que j'aimerais bien vous recommander, qui est un peu plus décadente, c'est Kami Erabi, ou God App, qui est une série qui a été créée par Yoko Taro et réalisée par Hiroyuki Seshita. Et c'est une œuvre qui est décadente parce qu'elle n'est pas du tout aimable. C'est une œuvre pleine de 3D, donc c'est intégralement en 3D. C'est fait par le réalisateur de les Godzilla 3D, Ajin, enfin vraiment voilà, les trucs que personne n'aime. Et moi j'aime beaucoup, parce que moi j'aime bien les choses nulles. Et c'est un jeu de la mort à la Mirai Nikki, donc vraiment je le vends très très mal. Et j'aime beaucoup cette série, notamment parce que justement, elle est hyper générique, dans le sens où Yoko Taro, c'est un peu comme un Fujimoto du jeu vidéo peut-être, dire que c'est pas vraiment des œuvres introspectives, et en même temps il y a toujours quelque chose qui, je trouve, c'est-à-dire que c'est très débile, c'est des adolescents qui vont se tuer pour devenir le nouveau dieu du monde, sauf qu'en fait il y a plein de moments où il y a une sorte de petit malaise bizarre, mais qui va pas mener à une grosse révélation de, en fait, les personnes qu'on tuait depuis le début c'était nos frères et sœurs, ce qui pourrait être typique d'un animé un peu plus manipulateur entre guillemets. Là non, c'est vraiment l'histoire, elle se continue, il n'y a pas de twist, enfin la saison 2 est en cours et je l'ai pas fini, donc il y a peut-être un gros twist à la fin de la saison 2 qui me donnera tort, mais je trouve qu'il y a un côté assez rigolo de voir une œuvre hyper générique. Je dirais qu'elle sort de 2013 en fait, cette série, et en même temps avec un Yoko Taro vibe chelou qui donne déjà du coup, beaucoup de motifs très très jolis à voir par moment, beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment de sens. Le gars il se bat avec le livre sacré des fous, donc moi ça me fait vachement rire, tu vois, déjà, parce qu'il est complètement fou, tu vois, enfin vraiment l'œuvre elle est pas du tout aimable, elle est hyper bizarre, elle est très repoussante quand on la regarde à première vue, mais moi je sais pas, il y a une fascination que m'a provoqué la saison 1 vis-à-vis de cette série, qui a fait que j'ai regardé les 12 épisodes en 1 ou 2 jours, et j'ai trouvé ça vraiment super, y compris le cringe, y compris les aspects complètement génériques de cette série. Si vous aimez les trucs un peu décadents, nuls, qui n'ont pas forcément de seconde lecture, mais qui sont quand même plus complexes qu'ils n'y paraissent, moi je vous conseille cette série qui, je pense, est assez mésestimée. En tout cas, ça m'a permis, à moi, de me retrouver avec ma jeune moi bête qui aimait Sword Art Online, et ça m'a fait très plaisir. Merci pour ce cri du cœur. Simon. Alors moi, ça fait une transition magnifique en fait, cette reco mode avec la mienne, parce que je vais aussi citer Yoko Taro rapidement. En gros, bon bah voilà, au moment de l'enregistrement, c'est la fin de l'année, donc on pense un peu au top de l'année, voilà, c'est un classique. Et effectivement, j'ai réfléchi un peu à quoi j'ai joué cette année qui m'a vraiment enthousiasmé. Et il y a un jeu qui a un peu fait évidence, alors pas que chez moi, hein, il a un peu tout pété. On était tombé dessus. Alors là, je fais un peu ma promo aussi. Vous avez fait votre promo allègrement, donc je le fais aussi. Au forum des. C'est bien, t'as raison. Au forum des images, un peu avant l'été, là, on était autour d'un cycle. Autour de Hong Kong, et donc avec le Hong Kong dans le cinéma, mais aussi dans le jeu vidéo, et ça nous a donné envie de nous pencher un peu sur les productions de jeux indépendants faites par des gens soit hongkongais, soit de la diaspora hongkongaise. Et on est tombé, before it was cool, parce que maintenant c'est devenu un petit peu mainstream de kiffer ce jeu, mais on est tombé sur un jeu donc, qui s'appelle A Thousand Times Resist. En français ça s'écrit 1000 fois Resist, voilà, le chiffre 1000, le X et Resist. Donc déjà ça ressemble un peu à un titre à la Yoko Taro quand même, en vrai. De ouf. Et donc en fait c'est un jeu que je trouve vraiment incroyable. Enfin vraiment c'est un jeu que je trouve fou, qui dure 10-12 heures, on est entre le point and click, le walking simulator et le visual novel. Alors je vais avoir du mal à trop en dire parce que c'est hyper dense, ça brasse beaucoup de sujets et c'est très complexe à résumer. Mais en gros c'est un jeu qui va globalement s'inspirer des jeux de Yoko Taro, d'Evangelion, d'Adventure Time, de Wong Kar-wai, de Star Trek, de Lost, de Battlestar Galactica et de l'anime From the New World. Donc on est sur quand même, vous voyez un peu le topo, ça brasse un peu partout dans les trucs qui font plaisir pour les gens, on voit les trucs un peu de geeks qui ont brassé toutes leurs influences, mais par ailleurs c'est super intéressant, c'est un jeu qui n'a pas été conçu par des gens qui viennent du jeu vidéo.
mais par des gens qui viennent de plein de milieux différents. Donc, notamment du théâtre, de l'installation vidéo, de l'écriture aussi. Bon, ça c'est plus classique, c'est les gens qui écrivent, quoi. Et donc, en fait, c'est un jeu où ça se ressent énormément. On est vraiment sur quelque chose qui est entre les arts, qui est hyper exigeant, en fait, en termes de mise en scène et d'écriture, en termes d'image, tout simplement. En fait, ce qu'on voit, c'est incroyable, ce qu'on nous raconte, c'est incroyable. Et pour tenter de rapidement raconter l'histoire, donc c'est l'histoire globalement d'une jeune fille dont la famille a fui au Canada pour fuir la situation en fait politique de Hong Kong. Et donc il va y avoir un virus extraterrestre qui va contaminer toute la Terre, et elle va être la seule personne dont l'ADN contient l'antidote contre le virus. Donc elle va être clonée des milliards et des milliards de fois, et en fait à l'arrivée, toute la population de la Terre sera uniquement des clones de cette personne. Et nous, on joue donc des dizaines de milliers d'années plus tard un des clones de cette personne, et on va à la fois remonter le fil de toute cette histoire et aller vers le futur à la fois. Donc c'est une histoire qui est pas du tout linéaire, qui va dans beaucoup de directions différentes, et ce que je trouve assez bluffant, qui va réussir à le faire bien. C'est-à-dire que chaque chapitre, c'est quasi une histoire en elle-même, mais tout s'imbrique de manière assez brillante. Je vais pas non plus raconter l'histoire, ça prendrait 3 plombes, donc voilà, je recommande très chaudement d'y jouer. Je pense qu'en termes d'écriture de jeux vidéo, ça fait plaisir de pas faire de compromis et de pas se dire c'est bien écrit pour un jeu, mais vraiment de se dire c'est vraiment super bien écrit tout court, quoi. Et bah Simon, c'est parti de mon panier Steam parce qu'il est à moins 25% en ce moment dans les soldes de Oh, Steam. yes. Il coûte 15 balles. N'hésitez Donc, pas. Ah mais voilà. allez-y à fond, hein. C'est vraiment, on est vraiment, les recos, c'est vraiment de la vente Ah forcée. ouais, là. tout à fait. Je l'achète en rentrant. Direct, ça donne trop envie. Alexandre, Alors moi j'ai pas de lien avec Yoko Taro, désolé de casser la chaîne. Merde. Mais déjà j'ai oublié de le faire en introduction de l'émission, mais si aussi j'ai pu voir Look Back en salle, c'est grâce au Morio Show que je voulais en profiter là pour les remercier. Donc c'est une association rennaise centrée sur le manga. Ils font des émissions et des conférences que vous trouvez sur YouTube, et ils font aussi pas mal de doublage des chapitres de One Piece. Enfin bref, merci à eux de m'avoir invité pour la conférence à laquelle j'avais participé. Sinon, mes recommandations. Donc, j'avais découvert mi-novembre un groupe dans le cadre du festival de l'Antipode, donc une salle de concert à Rennes, le festival Sing, en référence à la chanson de Sonic Youth. Un groupe suisse qui s'appelle l'Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp. Donc, faut s'imaginer une bonne dizaine de musiciens, des cuivres, des cordes, des percussions. Il y a vraiment de tout, qui semble avoir vraiment beaucoup de parcours très différents. Ça a sans doute réveillé en moi l'amour de grands groupes comme ça, avec une grande énergie, et qui font se rencontrer beaucoup de genres de musique différents, un peu à la Arcade Fire ou Architecture in Helsinki, des choses que j'écoutais dans ma prime jeunesse. Et sinon, dernière recommandation, dans le cadre du festival Transversal, donc pareil, en fin novembre dernier, il y a eu une projection au TNB consacrée à l'eau au cinéma, si l'on veut, et c'était une projection de films assez expérimentaux, donc le festival Transversal étant un festival d'art et de littérature. Donc c'est un film qui s'appelle Marsa Abu Galawa Careless Reef Part 4. Est-ce que tu peux l'épeler? Je pense que Simon va gentiment. Je te donnerai le titre en toutes lettres, comme ça on Merci, pourra l'avoir. c'est On pourra l'avoir correctement écrit sous le podcast. Donc c'est réalisé en 2004 par Gérard Holthuis. Et donc imaginez-vous en fait donc des images de faune sous-marine, mais montées en clipper film. Donc un clipper film, c'est un film donc, qui littéralement clignote, qui agresse un peu la rétine, c'est-à-dire plutôt que de respecter le défilement 24 images qui se suivent par seconde, on va intercaler à chaque fois les images de deux vidéos différentes, toutes les frames en fait. Donc ça clignote, ça crée des sortes de chimères et d'aberrations dans la rétine, et le tout en plus sur une musique, je voudrais pas dire de bêtises, moyen-orientale, on aurait dit une musique soufie. Enfin c'était hypnotisant, j'avais envie de danser dans la salle, c'était superbe. Si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous y invite, c'est une sacrée explosion. Très bien. Moi, je vais faire quelque chose dans la lignée de mes deux prédécesseurs en termes de recommandations, c'est-à-dire que dans la lignée aussi de l'émission, c'est-à-dire que je vais parler de quelque chose de générique, mais qui ajoute son petit grain de sel. Et j'ai déjà un peu saoulé de manière pas ironique, même si ça en paraissait, les gens avec, c'est Smile 2.
Ah, mais je valide à fond, moi. Smile 2, non mais pour le coup, Smile 2, c'est une vraie surprise. C'est-à-dire que je l'ai vu en m'attendant à un film d'horreur pas ouf. J'avais même pas vu le premier. Je m'attendais à un petit film d'horreur sympa. Et en fait, ça m'a surpris parce que le film d'horreur est extrêmement générique dans les effets qu'il conjugue. C'est-à-dire que le film, il va pas faire elevated horror à la Ari Aster ou je ne sais quel truc produit par les studios A24. Il va aller à fond sur les screamers, sur les apparitions effrayantes, sur les personnages qui tournent la tête. Il y a personne, il tourne la tête, il y a personne, il retourne la tête, il y a quelqu'un. Ce genre d'effet très très générique. Mais qui va le poser dans une espèce d'intrigue mentale où l'on va suivre une femme qui va petit à petit plonger dans une paranoïa de plus en plus forte, qui rappelle un peu certains délires des films de Roman Polanski ou ce genre de choses. Merveilleux. Non, mais je parle de Rosemary's Baby, etc. Pas de J'accuse, bon, peu importe. Mais dans l'idée, c'est quelque chose de l'ordre du délire paranoïaque, mais qui va être illustré par quelque chose qui va tellement accumuler les effets que ça va créer quelque chose de proprement fantastique, où on va vraiment être dans la terreur totale de cette personne-là qui, vu qu'elle est dans une terreur qui est finalement assez basique, avec laquelle on peut facilement s'identifier, c'est-à-dire que on est réellement à suivre dans ses yeux une descente aux enfers à laquelle elle n'échappe pas réellement, puisque on suit sa démence jusqu'au bout de ses ongles, et le film est extrêmement déstabilisant parce que en accumulant toutes ces choses-là, ça va finalement créer quelque chose qui ne va pas annuler les effets, mais qui va les redoubler. Et c'est quelque chose que je trouve très très fort avec ce film-là, c'est-à-dire que avec tous ces effets qui devaient finalement les rendre bourratifs, ça va augmenter leur puissance et les moments de pause qu'on aimerait apprécier vont finalement être détruits parce que finalement, en fait, on aime bien cette héroïne-là, on a envie de croire qu'elle va s'en sortir, etc. Et en fait, le film va être plutôt de l'ordre de la montagne russe que du film d'horreur qui est en réalité à propos du trauma ou ce genre de thématique qui est très très plaisant. Et moi, j'ai été vraiment surpris par l'efficacité totale de ce film-là. Donc je tenais à en faire la promotion parce que Smile 2, contre toute attente, c'est vraiment un très bon film. Mais où est Yoko Taro dans cette histoire? Je pense que Yoko Taro a dû faire le script de ce film-là, mais il n'a pas dû être crédité, ça devait être un prête-plume. Voilà, en intervalle est terminé. Je remercie Croquis pour le logo, le Calvin Ball Consortium pour nous héberger. Évidemment, tous nos gentils chroniqueurs qui ont accepté de venir participer au podcast. On se retrouve pour une prochaine fois. D'ici là, ciao et bon vent. Salut. Salut.